Salut les amis, quel immense plaisir de vous retrouver dans les couloirs du plus grand stade de football de Normandie. La saison a beau être terminée, l'heure est néanmoins venue de rechausser les crampons pour analyser ces mois historiques pour la France et donc pour le ballon rond français, de la Ligue 2 au championnat amateur, impacts sociaux, sportifs et économiques. Nos spécialistes sont prêts pour vous éclairer et on les retrouve tout de suite, ces spécialistes. Premier de cordée, comme d'habitude, l'ami Thibaut Deslandes. Salut Thibaut. Bonjour à tous. Mathieu Billot du foot normand est en notre compagnie également. Salut Mathieu. Salut Sylvain, salut à tous. Julien Caillard d'RTL nous fait l'amitié de sa présence également sur ce plateau. Salut Julien. Salut à tous. Bon, sans plus attendre, messieurs, on ouvre la première des trois grandes parties de cette émission et on commence évidemment par le haut de la pyramide. Jeudi dernier, 30 avril, la Ligue de football professionnel a pris acte de l'ordre gouvernemental d'arrêt des championnats de football. Cet arrêt va avoir forcément des conséquences. Julien Caillard, je commence avec vous. Déjà, revenons sur cette décision en elle-même. Première chose, est-ce qu'elle vous a surpris ? Elle ne m'a pas surpris, elle m'a choqué. Tout ce qui s'est passé la semaine dernière m'a profondément choqué. Ça a commencé mardi par les annonces du Premier ministre. Voilà un Premier ministre qui est monté à la tribune de l'Assemblée pour s'exprimer devant la représentation nationale et qui est au cœur d'une crise qui a déjà coûté la vie à 25 000 de nos compatriotes, a cru nécessaire de régenter le monde du football et de siffler la fin des championnats de France de Ligue 1 et Ligue 2. Ça n'est pas apparu absolument sidérant. Faut-il que ce pays soit à ce point immature sur le plan démocratique? Faut-il qu'il soit à ce point jacobin? Et faut-il que la confiance que nous pouvons avoir en le terrain, en l'intelligence collective des gens du terrain, soit si faible pour que nous trouvions normal que le sommet de l'État régente le monde du football professionnel? Cela me paraît invraisemblable. En tout cas, ça n'est pas l'idée que je me fais d'une grande démocratie. Et que dire ensuite de la décision prise par la Ligue jeudi? Elle a fait preuve d'un mutisme absolument hallucinant pendant 6 semaines et il lui a fallu seulement 48 heures pour entériner les décisions gouvernementales et pour acter sur un bout de papier les résultats des championnats de France de Ligue 1 et Ligue 2, les noms des champions de Ligue 1 et Ligue 2, les noms des clubs promus en Ligue 1 et relégués en Ligue 2, au terme d'une concertation qui a été plus que limitée. Tout cela est hallucinant, tout cela ne correspond pas à l'idée que je me fais d'une grande démocratie, et tout cela ouvre le champ aujourd'hui à toutes les rancœurs, à tous les ressentiments et demain à tous les recours possibles et imaginables. La situation était déjà complexe, on la rend encore plus complexe, on ajoute de l'incertitude avec ces recours qui vont avoir lieu à l'incertitude. Je me demande pour quelles raisons nous avions besoin d'aller aussi vite en besogne et de siffler la fin de la récréation dès le 30 avril alors que personne ne sait quel sera l'état sanitaire de notre pays au mois de juin, au mois de juillet et au mois d'août. Thibaut Deslandes de Tendance Ouest, moi je me tourne vers vous. À présent, on a Julien Caillard qui s'est voulu choquer, qui ne pense pas que cette décision soit à propos. Votre avis, vous ? Je partage une partie de ce que vient de dire Julien. Le seul truc, c'est que tu as soulevé, Julien, le nœud du problème. On a une ligue professionnelle de football qui, pendant des semaines et des semaines et des semaines, n'a pas dit moindre mot. Et qui a attendu, tout simplement, que le politique, et en l'occurrence le Premier ministre, prenne cette décision-là. Et là, pour moi, elle est là l'erreur et l'intervention d'Édouard Philippe, elle arrive au terme de plusieurs semaines de mutisme, tu l'as dit. Donc, mais ça c'est pour éviter de se faire pincer par l'UEFA qu'ils ont fait ça. Si la Ligue de football, Sylvain, si la Ligue de football avait pris une décision avant, ou en tout cas avait donné des orientations, sans parler de décision, avait donné des orientations avant, jamais le Premier ministre à la tribune de l'Assemblée nationale dit on arrête les championnats professionnels de football. Ça c'est la première des choses. Et la seconde des choses, on ne peut pas dire que la décision elle n'est pas bonne. On sait effectivement pas. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas bonne. Je dis que sur la forme, la manière dont elle a été prise me choque profondément. Ensuite, je ne dis pas que sur le fond, elle n'est pas bonne. Mais elle était déjà prise, la décision. On a juste laissé aux politiques, et en l'occurrence au gouvernement, le choix de dire nous, on arrête, on siffle la fin de la partie. Maintenant, débrouillez-vous avec vos diffuseurs, débrouillez-vous avec Canal+. Nous, on a pris la décision pour vous. C'est ça que la Ligue, elle attendait. Elle attendait qu'on prenne la décision pour elle. Et tout ça pour éviter, messieurs, et ça je n'en démords pas, que l'UEFA, l'organe supérieur, explique, vous avez pris en tant que Ligue de football professionnel la décision d'arrêter, ce n'est pas votre gouvernement qui l'a fait, donc
on ne peut pas vous attaquer. Dans le cas où c'est le gouvernement qui fait, les clubs français qualifiés éventuellement pour les compétitions européennes ne seront pas attaquables par l'institution européenne qu'est l'UEFA. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils ont fait ça. C'est pour se donner un garde-fou en plus. En revanche, il va falloir quand même, messieurs, penser à l'aspect sportif. On vient d'en parler. Il y a des montées, il y a des descentes qui sont actées, mais pas pour tout le monde. Le national, personne ne sait qui va y descendre aujourd'hui. Personne ne sait s'il va y avoir de descente ou pas. Mathieu Billot, du foot normand, je me tourne vers vous à présent. Aujourd'hui, on sait ceux qui montent, Lorient et Lens de Ligue 2 en Ligue 1. Ceux qui descendent officiellement, Amiens et Toulouse de Ligue 1 en Ligue 2. En revanche, on ne sait même pas qui descend de Ligue 2 et qui monte de national. Ouais, c'est la dernière incertitude qui concerne les championnats des premières divisions. Il y a l'hypothèse d'une Ligue 2 à 22 clubs qui est défendue par de nombreux clubs, donc ce qui signifierait Le Mans et Orléans, les deux derniers du classement sportif, qui se maintiendraient, et avec les montées de Pau et de Dunkerque de l'échelon inférieur. Voilà, c'est une possibilité qui est laissée aux clubs. Bon, je ne comprends pas trop pourquoi cette possibilité est laissée à la Ligue 2 et pas aux autres championnats, mais bon, ça les regarde. Après, pour avoir vu, visiblement, Noël Le Graët, le président de la fédération, est contre. C'est pas ce qu'il a fait dans ces championnats, lui, dont il dirige directement au niveau fédéral. Moi, ce que j'ai vu ces dernières semaines, c'est que le patron du football français, visiblement, il s'appelle Noël Le Graët. Et quand Noël a dit, visiblement, ça se passe. Alors, je serais curieux de voir ce qui va se passer le 20 mai. Messieurs, réaction à ça, on a tous vu la même chose. Hein. Le vrai homme fort du foot français, c'est pas le président de la LFP aujourd'hui, hein. La présidente. Mais c'est normal, Sylvain. La LFP, je vois pas en quoi. Elle n'est jamais que délégataire. Ouais, c'est une subdélégation. Voilà. Et le patron, c'est le président de la fédération. Est-ce que ça remet l'église au centre du village football, ça, selon vous? Mais en quelque sorte, oui. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que vous disiez, effectivement, les descentes de Ligue 2 en National et les montées de National en Ligue 2 ne sont pas réglées. Elles le seront le 20 mai. C'est la preuve que nous pouvions attendre aussi pour les championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 quelques semaines pour prendre des décisions collégiales et pour réfléchir ensemble. Quand je dis pour réfléchir ensemble, je veux évidemment parler des acteurs du football, les présidents de clubs, les joueurs, les entraîneurs, pourquoi pas les supporters. Il était peut-être possible de faire appel à l'intelligence collective pour choisir les meilleures solutions, en tout cas celles qui conviennent au plus grand nombre. Au lieu de cela, nous allons entrer dans des batailles judiciaires interminables qui vont passer par le CNOSF, qui vont passer par des tribunaux administratifs, et nous n'aurons probablement des décisions des juges, des référés de différents tribunaux administratifs qu'à la fin de l'été, c'est-à-dire au moment même où la nouvelle saison doit reprendre. Donc on a véritablement ajouté de l'incertitude à l'incertitude, et on s'y est pris comme des manches. Alors il fallait faire quoi? Attendez, il était urgent d'attendre. J'observe qu'à l'exception des Pays-Bas et de la France, les autres pays européens attendent. Je ne sais pas s'ils pourront terminer leur championnat, et je ne sais pas si sur un plan sanitaire, cela aura du sens de terminer éventuellement ces championnats, mais j'observe qu'en Angleterre, qu'en Allemagne, qu'en Italie, qu'en Espagne, on n'a pas encore arrêté de décision. Et c'est quand même la moindre des choses, alors que personne n'a aucune idée de ce que sera l'état sanitaire des pays européens dans quelques semaines. Mais t'as raison, Julien, mais à un moment, attendre pour se taper quoi, les palabres pendant 1 mois et demi de Jacques-Henri Hérault et de Jean-Michel Aulas. Moi, si c'est pour entendre Jean-Michel Aulas pendant 1 mois et demi m'expliquer tel et tel stratagème pour que son équipe finisse dans une compétition européenne, si c'est pour entendre Jacques-Henri Hérault me dire, vous comprenez, l'Olympique de Marseille a mérité de terminer 2e du championnat pendant 1 mois et demi, moi, je pense que de prendre la décision maintenant, au moins les choses, elles sont actées, elles sont claires, c'est une bonne chose. Le seul truc qui m'intéresse aussi, c'est que on a parlé d'une loi anti-recours qui pourrait être promulguée par le gouvernement. J'allais y venir à celle-ci. On l'attend encore, celle-là. On l'attend encore. Et donc, Olivier Sadran, le président de Toulouse, dit « Moi, je n'exclus pas un recours ». Jean-Michel Aulas, « Moi, je n'exclus pas un recours ». Et d'autres présidents qui disent « Moi, je n'exclus pas un recours ». Et ces recours-là, va bien falloir qu'ils soient traités. Donc, la décision ayant été prise rapidement, on a le temps de traiter les recours et de recommencer les championnats tranquillement à la fin de l'été. Oui, mais sauf que c'est pas l'idée que l'on se fait de la démocratie, cela. On ne prend pas des décisions pour traiter ensuite des recours. On essaie de prendre des décisions collégiales qui rendent caduques les recours, ou en tout cas qui limitent au maximum ces recours. Vous parliez de cette loi. On est encore une fois dans ce que notre pays fait de pire. C'est-à-dire que des décisions hâtives ont été prises, elles ne conviennent pas à certains. Vous avez parlé de Lyon, vous avez parlé de Strasbourg, on peut ajouter Amiens, on peut ajouter les clubs de Ligue 2 qui étaient 3e, 4e et 5e et qui pouvaient espérer monter en Ligue 1.
Et que va-t-on faire dans ce pays ? Comme on a un problème aujourd'hui d'éventuels recours, on va légiférer. Mercredi, Roxana Maracineanu nous présentera en Conseil des ministres un projet de loi visant à sécuriser les décisions prises par la LFP, par la Fédération française de football et peut-être par d'autres fédérations. Pour bien faire, comme en ce moment il n'y a plus de démocratie ou très peu, on va légiférer par ordonnance. On ne va même pas demander au Parlement ce qu'il en pense de tout cela. Et on va tenter d'éviter ainsi les recours. Mais qui peut croire dans un état de droit qu'un projet de loi puis qu'une ordonnance empêche les recours ? Évidemment que les recours vont pouvoir se faire. Et c'est heureux dans un pays démocratique, dans un état de droit, que chacun puisse faire valoir devant des juridictions compétentes ses points de vue et ses positions et ses arguments. Donc, évidemment, les recours auront lieu malgré ces ordonnances et malgré ces décrets qui vont tenter d'encadrer ces décisions, en tout cas de leur donner de la sécurité sur le plan juridique. Les recours vont avoir lieu. Ils vont naturellement démarrer devant le CNOSF, parce que dans le monde du sport, on doit démarrer les recours devant le CNOSF avec le conciliateur du CNOSF. Le conciliateur ne va pas mettre les gens, en tout cas les parties, d'accord. Et donc, au terme de la procédure devant le CNOSF, on va être renvoyé devant des tribunaux administratifs des villes concernées. Ça va être le tribunal administratif de Lyon, d'Amiens, de Strasbourg. Et puis, compte tenu de l'urgence de la décision, ce sont des juges, des référés de ces tribunaux administratifs qui vont avoir à se prononcer. On peut espérer qu'ils se prononcent avant la fin de l'été. Et là, on va voir ce qu'ils vont dire. Est-ce qu'ils vont suspendre la décision de la Ligue ? Au contraire, est-ce qu'ils vont la juger légale ? En tout état de cause, tout cela ne sera pas jugé sur le fond et il faudra des mois, pour ne pas dire des années, pour que ces clubs puissent avoir un jugement au fond et pour aller chercher peut-être des dommages et intérêts. On va probablement en finir. Luznac, exactement. À la Luznac. Affaire Luznac, absolument. Messieurs, on a brossé une immaturité sans nom. On pouvait faire autrement en faisant appel à l'intelligence collective. Juste un mot, Sylvain. Vous disiez, les présidents se sont écharpés autour de solutions. Oui, il a raison. Les présidents, en tout cas, quelques-uns d'entre eux se sont écharpés dans des débats indécents au moment où 25 000 de nos compatriotes s'étaient mis sur des lits d'hôpitaux ou dans des EHPAD. Vous avez raison. Mais à partir du moment où mardi, le Premier ministre a pris la position qui a été la sienne, alors le débat, s'il avait pu avoir lieu, se serait installé autour de la question de l'arrêt des championnats. Et là, j'aurais aimé que les présidents de clubs puissent nous dire comment ils imaginent la fin des championnats. On a vu aux Pays-Bas qu'on n'a pas nommé de champion et qu'on a décidé ni descente ni montée. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais je constate qu'on a fait autrement. Donc peut-être est-ce qu'on aurait pu débattre de tout cela ? Est-ce qu'il fallait reléguer Amiens ? Moi, si je suis amiénois aujourd'hui, je suis fou. Il y a le club qui compte envisager des recours, mais il y a aussi la ville d'Amiens et il y a Amiens Métropole. Tout le monde va partir en recours parce que les enjeux sont importants. Si je suis 3e, 4e ou 5e de Ligue 2, je suis fou furieux aujourd'hui. J'étais à 1 point de lance, à 2 points de lance, à 3 points de lance. J'avais toutes mes chances de monter. Je comprends l'amertume de ces gens. Non, mais après, il fallait en prendre une décision. Et moi, je pense sincèrement, c'est mon avis, que c'est la moins mauvaise qu'on pouvait prendre aujourd'hui. Après, sur la forme, je suis d'accord avec toi, Julien, je suis d'accord avec toi. Mais il y a cette partie administrative, et puis moi, il y a une autre partie qui m'intéresse grandement, messieurs, et on va y rentrer avec vous, Mathieu Billot, justement. C'est la partie économique. C'est un désastre, il faut être clair. Oui, effectivement, le football français professionnel va devoir se serrer la ceinture, comme beaucoup d'autres secteurs d'activité dans notre pays et un peu dans tous les pays. Maintenant, les clubs français, pour la quasi-totalité, peut-être à l'exception peut-être du PSG, sont télédépendants. Donc là, il y a 250 millions en moins sur les droits télé de cette saison, 2019-2020. Voilà, ça c'est le premier chiffre déjà, c'est 250 millions de moins de rentrée. Et Canal+ a déjà dit, on résilie le contrat. Donc voilà, on part dans une nouvelle bataille administrative. Mais bon, financièrement, en tout cas, c'est de l'argent que les clubs n'ont pas. Voilà, c'est des sommes qui sont budgétisées en début de saison, donc ils les auront pas. Donc il faudra soit trouver des moyens pour pallier cette perte, ou alors accepter des déficits importants avec l'assentiment des instances du football français. J'y crois pas un instant. J'y crois pas un instant. Impossible. De quoi, l'assentiment des instances? Ah oui, ouais. Ça, j'y crois pas un instant. S'il n'y a pas de solution, il y aura 10, 15, 20, 25 dépôts de bilan de clubs dans l'année qui vient. Tu sais pourquoi j'y crois pas un instant, Mathieu ? Parce que si ils font ça, c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que les problèmes financiers qui auront été acceptés cette année
ne le seront pas dans 2-3 ans, et ces mêmes clubs qui sont aujourd'hui en danger le seront pas moins dans 2 ans. Ils le seront pas moins dans 2 ans. Je vois un club comme Amiens là, qui perd son principal ou un de ses principaux sponsors, en l'occurrence Intersport. Comment un club comme Amiens va faire pour se relever de sa potentielle descente avec un sponsor en moins, avec des droits télé pas versés? On pourra lui accorder toutes les dérogations qu'on veut cette saison. La saison prochaine, le sujet sera pas réglé. Alors après, on pourrait très bien imaginons qu'un club se présente avec 10 millions de déficit de trous devant la DNCG et qu'il explique que ce déficit est lié en grande partie à la crise sanitaire qu'on est en train de vivre. La DNCG peut très bien proposer des plans sur 3, 5, 10 ans. Ce qu'on est en train de vivre, ça va impacter notre vie peut-être pendant très très longtemps. Des plans, sur 10 ans, dans 10 ans, vous devez revenir à l'équilibre avec des temps de passage. Vous avez moins 10 et il faut que dans 3 ans, vous ayez moins 7. Dans 5 ans, vous ayez moins 5. Je ne sais pas. Totalement d'accord avec toi, Mathieu. Je pense que cette idée-là est très explorée. Et d'ailleurs, sur notre antenne, Pierre Ventier, le directeur général du Havre, nous en a parlé de manière assez détaillée. Le but du jeu aujourd'hui de la LFP, c'est en tout cas la réflexion privilégiée, c'est de racheter l'ensemble des créances franco-françaises pour les clubs. On a les créances générales de transfert qui s'élèvent à hauteur de 500 millions d'euros. C'est en tout cas l'ordre d'idée que nous a donné Pierre Ventier au niveau international. Et à l'intérieur de ces 500 millions d'euros, il y a 200 millions d'euros qui sont des créances franco-françaises. C'est celles-ci qui intéressent en priorité les clubs français. Ils veulent être certains, par le rachat de la globalité de cette créance, par la LFP, de pouvoir sur un, et c'est ce que tu dis Mathieu, long terme d'une dizaine d'années, pouvoir réinjecter tout de suite et rembourser sur 10 ans pour éviter les déficits et récupérer de la trésorerie. Moi, j'ai envie de vous dire, là encore, on est dans la solution du moins mauvais pour réussir à sauver instantanément les clubs, les sauver stricto sensu, et éviter, si l'on met une marge à 10 ans, des dépôts de bilan, comme tu le disais Thibaut, sur 2 ou 3 ans. Je pense que cette solution-là est la seule. Est-ce que la LFP a les moyens de négocier des taux d'intérêt intéressants pour les clubs et de racheter cette part à 200 millions sans avoir déjà les 250 millions d'euros de pertes des diffuseurs? Moi, j'en doute. Aujourd'hui, j'en doute. Je voudrais votre avis, mais aujourd'hui, j'en doute. Tout cela est quand même assez incroyable, Sylvain. La LFP, vous avez raison, envisage de souscrire à un prêt auprès de la BPI pour 400 millions d'euros. Est-ce que 400 millions d'euros, ça suffit? Évidemment, non. On estime aujourd'hui qu'il faudrait emprunter 2 milliards pour mettre les clubs en parfaite sécurité. Voilà, je ne suis pas sûr que la Ligue ait vraiment les moyens d'emprunter 2 milliards d'euros. Mais je ne suis même pas certain qu'elle ait les moyens d'emprunter 400 millions d'euros aujourd'hui. Je ne suis pas sûr. Absolument. Mais moi, ce qui me paraît quand même assez incroyable, c'est que voilà des clubs professionnels qui, depuis 20 ans, ont manié des milliards d'euros. À l'échelle européenne, le dernier mercato estival, c'est un peu plus de 6,5 milliards d'euros de transactions. Et voilà des clubs professionnels qui, parce qu'on ne joue pas pendant 3 mois, se retrouvent au bord de la faillite. Mais c'est fou. C'est le modèle économique de nos clubs qu'il va falloir revoir. On constate aujourd'hui que les effectifs sont probablement trop importants, que les masses salariales c'est énorme, bien sûr. Et on constate probablement que la notion de trading, c'est-à-dire cette capacité que nous avons à miser sur les marchés des transferts, est bien trop importante. Et le résultat de tout cela, c'est qu'on découvre aujourd'hui que bon nombre de nos clubs vivent ni plus ni moins à crédit. Eh bien, vous m'avez fait la transition, Julien. C'est parfait parce que nous, on va venir à nos 2 clubs normands. On va venir à nos 2 clubs normands, Julien. Vous allez continuer sur les 2 clubs normands. Caen et Le Havre. On a eu des réactions de dirigeants cannés et havrais presque opposées. On a eu une vraie panique de la part de Fabrice Clément au moment de la réaction et de l'annonce. Et on avait une sérénité, alors peut-être de façade, je n'en sais rien, de Pierre Ventier, le directeur général du Havre. Mais en tout cas, on a 2 clubs de la même région, dans la même division, avec un budget de 12 millions pour le Havre l'année dernière, de 17 millions pour Caen l'année dernière, pas si éloigné que ça, en tout cas dans les top budgets de Ligue 2. Et on a 2 réactions différentes. Comment vous expliquez ça, Mathieu Millot?
Avec ces deux clubs qui sont proches géographiquement, mais quand même très éloignés en termes de situation. Vous avez un club, ça fait 10 ans qu'il est en Ligue 2. Donc, il a plus ou moins un train de vie de club de Ligue 2. Vous avez un club qui a été relégué la saison dernière de Ligue 1 et qui a encore un héritage de se passer de Ligue 1, sachant qu'il restait quand même 5 saisons. Le problème de Caen aujourd'hui, c'est sa masse salariale, mais qui était déjà trop importante avant la crise sanitaire, et le problème est renforcé aujourd'hui. Donc voilà. Après, Le Havre, ils ont été bien inspirés de Vantino Kadewere entre 12 et 15 millions au mois de janvier. On va pas se mentir, c'est ce qui va probablement les sauver, surtout en cas de rachat de créances de transfert française. C'est des structures différentes. Vous avez un actionnaire, un propriétaire unique d'un côté, vous avez un pôle d'actionnariat d'un autre. Enfin, c'est deux clubs qui n'ont strictement rien à voir. Voilà, mais aujourd'hui, vous prenez le dernier budget du Stade Malherbe qui a été publié par la DNCG. Aujourd'hui, le problème du Stade Malherbe, c'est sa masse salariale. Ça l'était avant la crise et ça l'est toujours aujourd'hui. Ça l'est d'autant plus aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. En fait, les problèmes des uns et des autres sont juste exacerbés par cette crise. Et ça, pour le Stade Malherbe de Caen, j'allais dire, c'est le Stade Malherbe est l'exemple parfait de tout ça. Moi, je trouve ça quand même assez incroyable qu'on ait attendu ce moment-là pour se rendre compte de la fuite en avant du football, quoi. De cette fuite en avant qui dure depuis des années et des années. Et pourquoi on a attendu ce moment-là? Parce que les diffuseurs versaient toujours dans l'entonnoir et ça descendait toujours. Mais moi, j'ai une question Sylvain, à part dans le football, mais pour les autres. Sylvain, à part dans le football, dans quel paramètre du monde économique tu vois ça? Ça n'existe pas. Donc pourquoi on a laissé faire dans le football? Mais parce que l'argent baignait à flot. Regardez le dernier contrat Mediapro, 1,3 milliard. Est-ce que vous vous rendez compte, Sylvain, que le Paris Saint-Germain a fait appel à la solidarité nationale via les mesures de chômage? Mais oui. À flot. Voilà où on en est. Invraisemblable. C'est invraisemblable. C'est une fragilité totale du modèle. C'est d'ailleurs un modèle qui n'existera plus. Je ne sais pas vos avis, messieurs, mais c'est un modèle qui ne pourra plus survivre à cette crise. J'espère que ce soit à Caen ou ailleurs. Hein. Il faut que l'économie du football se réforme, c'est une évidence. Pour en revenir au Stade Malherbe de Caen, il ne faut pas oublier qu'une deuxième saison de Ligue 2 après une descente est toujours une saison compliquée. Donc avec la crise du Covid-19, évidemment, on exacerbe une situation qui aurait déjà été difficile. Néanmoins, Malherbe n'est pas le club le plus démuni en matière de fonds propres. Heureusement pour eux. Mathieu en parlait, il parlait de ce pool d'actionnaires majoritaires. On a appris avec l'affaire Jean-François Fortin il y a 2 ans à comprendre quel était le fonctionnement du Stade Malherbe de Caen, qui est un fonctionnement très particulier, qui a été pensé dans les années 90, puis au moment de la privatisation en 2000 pour protéger le club. Je crois que ce pool d'actionnaires majoritaires qui pose probablement bien des problèmes, et on l'a vu il y a 2 ans, est une forme de sécurité aujourd'hui pour le club. Mathieu, d'accord avec ça ou pas? Il a été pensé pour cela, et donc il y a d'accord avec ça ou pas? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Si vous m'interrogez, vous savez très bien que. C'est pour ça que je vous demande. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, pour moi, la forme d'actionnariat du Stade Malherbe, c'est son principal frein de développement, même si ça l'a sauvé à 2 reprises et que ça a longtemps été une garantie. Aujourd'hui, parce que même si c'est des chefs d'entreprise et des sociétés qui ont très bien fonctionné, à l'échelle du football, ils ne pèsent rien. Non, mais vous avez raison, Mathieu. Non, mais Mathieu, tu as parfaitement raison. C'est probablement une forme qui était adaptée aux années 90 et au début des années 2000 et qui n'est aujourd'hui plus adaptée. On l'a vu il y a 2 ans. Difficile d'accroître la capitalisation, difficile d'aller chercher des sous pour se développer. C'est une évidence. Néanmoins, je crois que ce système, et au regard également des fonds propres qui sont ceux du Stade Malherbe de Caen, il va y avoir la possibilité pour le stade de s'en sortir. Les fonds propres, voilà. Non, moins difficilement, Julien. Je vais vraiment modérer, moins difficilement, parce que les fonds propres sont là, c'est une certitude, c'est une petite garantie. Mais attention, hein, ils ont toujours 28, 29 joueurs sous contrat, c'est ça Mathieu, si je ne me trompe pas. C'est beaucoup trop. Et regardez aujourd'hui, tout bêtement, quand on parle de créances internationales pour le Stade Malherbe de Caen, on va en prendre une très claire. Enzo Crivelli. Est-ce que vous croyez une seule seconde que son club turc va payer ce qu'il doit au Stade Malherbe de Caen? C'est 3,6 millions d'euros. Pareil pour Djikou Eninga.
Mais non, mais voilà, mais non, Djikou, non, parce que c'est franco-français. Mais regardez les trades qui ont été faits par Caen au dernier mercato. Je suis pas certain que la Turquie va payer. Déjà que la Turquie est pas quand même réputée pour être le meilleur payeur d'Europe au niveau des transferts. C'est quand même pas. Enfin, voilà. Quand on voit ce que fait en revanche le Havre en vendant Kadewere à Lyon, là on peut être quasi certain que le Havre va être payé. Donc est-ce que le trade du Havre avec Tino Kadewere et les quelques fonds propres qui restent au Stade Malherbe vont suffire pour qu'il passe moins difficilement cette crise et qu'il, malgré tout, ces deux clubs-là qui doivent être des parties prenantes du haut de tableau de Ligue 2 la saison prochaine, le seront, Thibaut. Est-ce que Caen et Le Havre peuvent s'en sortir un brin moins difficilement que les autres et quand même prétendre sportivement à remonter assez rapidement, selon vous? Je serais bien présomptueux de vous donner la réponse à cette question-là parce que je ne connais pas l'état des autres. Je sais quand même qu'il y en a. Je sais quand même qu'il y en a quelques-uns en grande difficulté. Je sais qu'il y en a quelques-uns en très grande difficulté. Voilà. Et à commencer, à mon avis, à commencer par les deux. On parlait de train de vie, de clubs de Ligue 1 et de clubs de Ligue 2. À mon avis, les deux qui vont descendre de Ligue 1, en l'occurrence pour l'instant Amiens et Toulouse, eux vont se retrouver dans une difficulté financière non négligeable. Après, il y a ceux qui étaient sur la corde raide. Je pense à Nancy, par exemple, qui faisait partie des clubs un peu sur la corde raide, dont on savait même pas s'ils allaient pouvoir reprendre le championnat de Ligue 2 la saison passée, enfin la saison qui s'achève. Voilà, je connais pas encore l'état de l'ensemble des clubs de Ligue 2. On a peu d'informations sur tout ça. Il va falloir attendre de savoir dans quel état les uns et les autres vont passer l'été pour pouvoir se projeter sur la saison suivante. Mais là, très clairement, je pense pas qu'on puisse se projeter pour l'instant sur l'aspect sportif de la saison à venir. Alors, on va se projeter quand même un petit peu parce qu'il y a quelques certitudes qui se dégagent déjà, messieurs. C'est que le mercato va forcément être incomparablement différent avec ce qu'on a connu depuis 30 ans. Il ne va pas y avoir de mercato. Il va y en avoir un, il va y avoir mercato. Mais il n'y aura pas de mercato. Je lisais, je crois que c'est dans l'équipe, je lisais ce matin le directeur sportif ou le président délégué, enfin je ne sais plus, de la Juventus qui parlait du salaire de Paul Pogba en disant que le principal frein d'un transfert de Paul Pogba désormais, avec cette crise, était son salaire. Ça va être le frein pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on parlait des masses salariales. Tous les salaires, tous les joueurs surpayés. Allez, je vais utiliser ce mot-là, même si j'aime pas beaucoup le terme. Tous les joueurs surpayés, déjà, pas de transfert. Pas de transfert, ils vont pas pouvoir, les clubs vont pas pouvoir ingurgiter les masses salariales. Et puis, il y a plus d'argent. Et puis, il y a plus d'argent pour les faire, ces fameux transferts. Donc, moi, comment vous allez faire, messieurs, pour recruter des joueurs sur un salaire amputé de 30 ou 40%, imaginons, et les faire cohabiter avec des joueurs qui, eux, ont déjà signé leur contrat, et donc sur une base complètement différente. Aujourd'hui, si on fait venir un Gonzalez du Stade Malherbe de Caen, si on fait venir un Onyangé du Stade Malherbe de Caen, et que demain, on veut faire venir un joueur de valeur équivalente, payer 30%, 40% en moins, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas possible. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer, Mathieu? Tout va dépendre. Effectivement, il y aura les salaires les contrats qui ont été signés avant la crise et les contrats qui vont être signés après la crise. Alors après, ceux qui ont leur contrat avant, ils vont s'y accrocher et on peut les comprendre. Maintenant, c'est un nouveau cycle. Donc, un joueur, on va dire, entre 25 et 30 ans, faudra qu'il comprenne ou faudra que son entourage comprenne que c'est fini, que le niveau de rémunération avant n'existe plus. Et s'il ne comprend pas, surtout les joueurs, c'est toujours pareil, les joueurs, on va dire dans la moyenne, forcément pour les grands joueurs, il y aura toujours des gens prêts à payer, il n'y aura pas de souci. Oui, bien sûr. On va dire les gens dans la moyenne, les joueurs dans la moyenne, quand ils verront un club, ils verront non, c'est pas possible, le deuxième, c'est pas possible, le troisième, c'est pas possible, ils se rendront bien compte en fait que voilà, ça a changé. Ça a changé peut-être sur une courte durée, parce que voilà, si d'ici 6 mois, la vie a repris un cours normal et que Mediapro honore ses engagements, je pense que les dérives reprendront assez facilement. Mais pendant quelques temps, donc pendant cet interlude de quelques mois, il faudra accepter d'avoir des niveaux de rémunération plus bas que ceux d'avant la crise. Julien? Je pense qu'il y a 2 niveaux. Je pense qu'il y a d'abord le segment des stars du football. Oui, mais celle-là, voilà, celle-là, il n'y a même pas de débat. Capable de payer des grosses sommes pour que ces joueurs puissent venir chez eux. Je pense que c'est le segment des joueurs moyens, finalement, le segment le plus important qui va être le plus affecté. Alors,
je crois qu'il y a peut-être une manière de régler les problèmes que vous souleviez tout à l'heure. Je pense d'abord qu'on va assister à une baisse du nombre de transferts et puis à une baisse des indemnités de transfert. Et puis, surtout, on va probablement avoir davantage de prêts et d'échanges de joueurs qui correspondent à des stratégies comptables d'arrangement entre les clubs. Et donc, au final, le problème que vous souleviez tout à l'heure, peut-être est-ce qu'il ne va pas se poser de manière aussi prégnante. Je pense que les clubs vont trouver des solutions, vont s'arranger entre eux, ne vont tout simplement pas vendre sur un marché qui ne sera pas porteur. Et donc, est-ce que la situation que vous décriviez tout à l'heure va se produire dans bon nombre de cas? Ça n'est peut-être pas certain. Donc il y aura pas de mercato ou un semblant de mercato, et avec quand même. Il y aura des arrangements. Oui, il y aura des arrangements, mais avec quand même. Tu parlais des stars du football. On le voit bien. Paul Pogba est aujourd'hui une star du football actuel, en tout cas une star du football français. Quand on entend qu'un club comme la Juve, qui est quand même un des grands clubs européens, n'a pas les moyens de payer le salaire de Paul Pogba. Ça va poser des problèmes en termes de transfert. C'est-à-dire que si tu peux pas ingurgiter la masse salariale de ce joueur, il bougera pas de Manchester. Et ce sera le cas pour les stars comme pour les joueurs moyens. Totalement, effectivement. Et sur ce plan de mercato, on va vers un mercato complètement nouveau. Ça, on est tous d'accord pour se le dire. Dernière partie, messieurs, de cette émission. On a descendu la pyramide, on a vu la LFP, on a vu le Stade Malherbe de Caen et le Havre. On va descendre un tout petit peu cette pyramide pour venir vraiment sur nos terrains de Normandie, parce qu'il va y avoir des impacts aussi, parce que la Fédération française de football a également décidé d'arrêter les saisons. On est, et là je vais me tourner vers un président de National 3 qu'on a la chance d'avoir sur ce plateau et en direct, c'est vous Thibaut, avec le FC Saint-Lô. J'ai cru que c'était Mathieu Billon. Pas encore. Mathieu Billon va prendre la suite probablement dans les prochaines semaines à la Gécamp ou voilà. À la Gécamp. Voilà, comme ça ils seront tous les deux présidents de National 3. Thibaut, un brin de sérieux. Aujourd'hui, stricto sensu, l'impact pour un club de National 3 des décisions fédérales, quel est-il? Il y en a plusieurs. Il est à l'échelle d'un club de National 3, d'un club de niveau national. Il est assez similaire au club professionnel. C'est-à-dire que, on va dire la vérité, aujourd'hui, un joueur de National 3, il touche des indemnités. Aujourd'hui, un club de National 3, il a un effectif de 22 joueurs, 23 joueurs, 24, peut-être plus pour certains. En tout cas, on est dans une moyenne intéressante si on prend entre 20 et 24, avec un certain nombre de joueurs qui touchent des indemnités. Je trouve qu'on était parti de ces dernières années, et je vais parler du niveau National 3, dans des sommes assez extravagantes. Le marché de National 3, le mercato de National 3 nous emmenait dans des sommes assez extravagantes. Et on va se retrouver avec des clubs qui n'ont plus de recettes. Alors là, on parle plus de droits télé, mais on parle de tous ces mécénats et sponsoring qui ne vont plus arriver. Ils n'arrivent plus. Ils ne sont pas versés pour la saison en cours. Ceux qui n'étaient pas versés avant la crise ne le seront pas, il faut être clair, ou la grande majorité d'entre eux. Et pour la saison suivante, j'en parle pas. On a beaucoup de partenaires de ces fameux clubs, et je prends l'exemple du FC Saint-Lomanche. Nous, on a beaucoup de petits partenaires. J'aime pas le mot petit, mais on va l'utiliser quand même. On a beaucoup de petits partenaires, de petits sponsors qui sont là pour nous aider, qui aiment bien le club, qui ont un joueur, ont un enfant qui joue au club, ont un proche qui joue au club, ont une histoire commune avec le club, mais qui aujourd'hui vont d'abord essayer de sauver leur peau avant d'essayer de sauver le club qu'ils adorent et qui viennent voir tous les samedis. Donc eux ne vont plus donner, et en même temps il va falloir continuer à verser aux joueurs. Tu peux plus. C'est plus possible. Là. Il y a un lien qui ne se fait plus. Et la problématique, elle est là. Tu vas être obligé, pour synthétiser, de réduire la voilure. Et c'est ce qui va se passer dans un club comme le nôtre. On va réduire la voilure. Après, et j'en terminerai là-dessus, on va réduire la voilure. Ceux qui étaient sains avant la crise vont réduire la voilure, mais vont continuer à exister. Ceux qui participaient, qui contribuaient à cette fuite en du football avec un grand F, en partant dans des choses extravagantes, vont payer l'addition. Et ça va être cher. Alors voilà pour l'analyse d'un club, un président de club. On va élargir un petit peu. Et Mathieu Billot, vous êtes, vous, un spécialiste tous les jours sur le front
avec la fédération et surtout avec la Ligue de Normandie de football. Alors, il faut être clair, la fédération, le 16 avril, a prononcé officiellement son procès-verbal d'arrêt des championnats avec tous les règlements qui pouvaient en découler. Depuis le 16 avril, en Ligue de Normandie, en tout cas, on n'a même pas un classement officiel. Monsieur Billot, est-ce que c'est trop lent ou est-ce que c'est normal? Moi, je me pose la question. Je pense que quand on est un club, quand on est un dirigeant de club et quand on est concerné par une éventuelle montée et descente, c'est beaucoup trop long. Et on peut bien les comprendre, parce que 16 avril, du coup, ça fait 3 semaines à peu près. Voilà. Après, on peut quand même dire que la Fédé, je pense pas à arranger les affaires des ligues régionales et de la Ligue de Normandie en pondant des fois des règlements qu'on peut trouver bizarres, pour ne pas dire plus, avec notamment cette histoire de match à l'extérieur que la Fédé a réussi à tomber du ciel. Elle est tombée du ciel, celle-là. D'accord sur un point, mais c'est contre ce point, donc c'est un peu bizarre. Donc il faut trancher. Si voilà, là encore, il y a des règlements. Enfin, c'est pas clair. C'est pas clair pour regarder ça tous les jours. Ça manque de clarté. Et donc comme ça manque de clarté au départ, une fois que vous vous retrouvez devant les cas de figure, forcément, vous savez pas trop quoi faire. Alors, il faut appliquer tel règlement fédéral, régional. Forcément, comme à l'échelle de la Ligue 1 et de la Ligue 2, chaque club prêche pour sa paroisse. Et donc, veut que le règlement qui soit appliqué, c'est celui qui l'arrange. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, moi, je ne suis pas à la Ligue, donc je ne me rends pas compte non plus de toute la complexité des dossiers. Et je pense que puis, pardonnez-moi, Mathieu, il y a aussi une chose, c'est qu'à l'instar de ce qu'a fait la LFP avec le gouvernement, la Ligue, les ligues régionales ne veulent surtout rien décider à la place de la fédération et laissent la fédération et la LFA donner leurs consignes. Et puis, on va attendre un petit peu. C'est d'ailleurs ce qui va se passer avec la Ligue de Normandie demain matin, mardi 5 mai. C'est la réunion entre le comité directeur de Ligue et la Ligue de football amateur pour que la Ligue de football amateur donne ses officialisations réglementaires à la Ligue. Comme ça, la Ligue, elle se dira, pas pris de décision, on est dans le même schéma que la LFP avec le gouvernement. On a attendu jusqu'au dernier moment et on a perdu du temps parce que ça met une pagaille. Et on va être clair, hein, ça met une pagaille pour sportivement 3 cas seulement dans toute la région Normandie. On est sur 3 cas. On est sur un cas en régional 1 masculine, on est sur un cas en régional 3 masculine et on est sur un cas en régional 2 féminine. 3 cas, 3 semaines à minima, parce que je peux même vous annoncer ce qui va se passer, c'est que les classements vont être je vous dis bien, pas les montées et descentes, les classements vont être publiés jeudi après-midi 7 mai, tandis que les officialisations vont être publiées probablement d'ici 15 jours à 3 semaines encore. Moi, j'ai envie de me tourner vers les clubs. Mathieu, vous les côtoyez, Thibaut, vous en faites partie. C'est quoi la réaction? C'est quoi le timing? Est-ce que c'est encore une fois trop long ou est-ce que finalement, on se dit qu'on a le temps parce que la prochaine saison, on ne sait pas quoi reprendra? Mathieu? Je pense qu'aujourd'hui, maintenant que ça fait 3 semaines, on va dire que ça ne sert plus à rien d'attendre. Je pense qu'ils ont eu le temps d'étudier, j'imagine en tout cas, j'en sais rien, mais j'imagine qu'ils ont eu le temps d'étudier toutes les modalités de classement, de faire toutes les hypothèses. Donc maintenant, en fait, il faut juste trancher, en sachant que ça fera des mécontents, parce qu'il n'y a aucune solution qui va satisfaire tout le monde. Donc, il faut accepter de faire des mécontents. Mais malheureusement, c'est quand vous avez des responsabilités. Je pense que Thibaut est bien placé pour savoir en tant que président de club. Et quand vous avez des responsabilités, vous faites forcément des mécontents. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et la Ligue va prendre une décision. Maintenant, il faut l'officialiser. Et puis, il faut accepter de faire des mécontents. Et les clubs, comme à l'échelle de la Ligue 1, Ligue 2, les clubs gueuleront, menaceront de faire des recours. Ça sera leur droit, ils le feront. Et voilà. Et c'est là que je me tourne vers notre spécialiste recours administratif, Julien Caillard. Ce sera la même chose? J'attends son avis avec impatience. Ce sera la même chose ou pas? Bien sûr. Rien n'empêchera les clubs qui sont affiliés à une fédération de contester par tous les moyens légaux, c'est-à-dire toujours et encore, d'abord par l'intermédiaire du CNOSF et du conciliateur du CNOSF, ensuite par la voie des tribunaux administratifs, bien sûr. Ce sera leur droit. Et encore une fois, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire preuve d'un petit peu de collégialité, cesser d'aller toujours nous tourner vers la fédération française ou le sommet de la pyramide pour réfléchir ensemble aux meilleures solutions? Je crois que c'est ça un État raisonnable. En tout cas, je crois que c'est cela un système raisonnable. Et le possible ou pas, Thibaut, ça? Dans la réalité du terrain, ce que dit Julien, possible ou pas? La collégialité? Ouais. C'est utopique.
Non, c'est pas possible. Enfin, moi, j'y crois pas personnellement. J'y crois pas parce que ça tombe d'en haut, quoi. Oui, mais ce sera toujours, Julien, tu le sais aussi bien que moi, ce sera toujours mis à mal par les intérêts personnels. Je prends l'exemple d'un championnat, de deux championnats que je connais bien, qui sont les championnats de National 3 et de Régional 1 pour mon équipe Fagnon et mon équipe réserve. On a deux championnats dans lesquels il y a des questions qui se posent et dans lesquelles tout est guidé par les intérêts personnels. Qui a parlé dans ces championnats? Qui a pris la parole publiquement dans ces championnats? Ceux qui ont pris la parole, ce sont ceux qui étaient guidés par des intérêts personnels. Les autres, globalement, ils n'ont pas dit grand-chose, ils n'ont pas contesté. C'est quoi la solution, Thibaut? C'est de faire prendre des décisions par ceux qui n'ont aucun intérêt? Mais je vais trahir un secret, mais j'ai eu le président de la Ligue, comme je pense quasiment tous les présidents de National 3 et tous les présidents de Régional 1, qui me dit « Ah bah, tu n'as rien dit ». Bah non, j'ai rien dit. D'abord, j'ai rien dit parce que, clairement, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu veux que j'aille me mêler? Je termine 4e de National 3, je suis très loin du Stade Malherbe de Caen, il y avait qu'une sorte de miracle qui pouvait faire que j'accédais au championnat de National 2, et en plus je pense fondamentalement que c'est pas la bonne solution pour un club comme le nôtre que d'accéder au championnat de National 2. Mais qui tu as entendu parler dans le championnat de National 3? Qui a alimenté les discours? Ce sont ceux qui pensaient que le Stade Malherbe de Caen allait refuser la montée en National 2. Ce sont ceux qui vont essayer de se maintenir par un moyen ou par un autre parce qu'ils estiment que le fait que le championnat s'arrête maintenant, alors qu'ils avaient une super dynamique, ils pouvaient se maintenir. Qui en Régional 1 parle? Qui dans le championnat de Régional 1 parle? Mais je peux comprendre, hein, je suis pas dans leur position, je vais pas les juger, mais qui parle dans le championnat de National 1? C'est le SUDIV. Régional. Oui, c'est ce que Régional. Non, national, t'avais dit, mais c'est pas national, grave. Pardon. Régional 1, c'est le SUDIV, et je comprends, ils sont dans une position extrêmement bancale où ils savent pas ce qui va leur arriver. Donc eux, ils ont envie de savoir, ils essayent de mettre un peu de pression, mais c'est normal, mais c'est absolument normal qu'ils essayent d'orienter les choses, je veux dire, dans leur sens. Mais donc, eux, quand tu vas te mettre autour de la table, j'en reviens à la collégialité, quand tu vas te mettre autour de la table pour prendre une décision collégiale, eux, ils vont forcément essayer d'orienter le débat dans la solution qui les arrange. On ferait tous pareil, on ferait tous la même chose. Et tu peux prendre tous les championnats, ce sera pareil. Julien. On verra quelles seront les décisions prises. Je ne suis pas en désaccord avec Thibaut, même si je crois que l'intelligence collective, on pourrait lui faire un tout petit peu confiance parfois pour trouver des solutions et pour triompher. Je voudrais juste simplement dire que vous évoquez là la National 3, la Régional 1. Finalement, vous évoquez le cas des gros parmi les petits. Oui. Et moi, je voudrais avoir une pensée pour les tout petits, les clubs de quartier, les clubs de village, parce que eux, leur situation, elle est catastrophique. Eux, ils ont 2 ou 3 partenaires. C'est l'assureur du coin, c'est la supérette du coin, c'est le boucher du coin. Ils vont perdre ces partenaires. Eux, leur principale source de revenus, c'est le tournoi Six de fin d'année ou c'est la foire au grenier de fin d'année. Ces rendez-vous-là n'auront pas lieu. Eux, leur principale source de revenus, ce sont le paiement des licences en début de saison, avec dans de nombreux quartiers populaires et dans des villages où les gens n'ont pas toujours de gros moyens, des parents qui, en ce moment, sont au chômage partiel, pour ne pas dire parfois au chômage tout court, et qui vont peut-être avoir du mal à payer. Ces structures-là, elles n'ont rien à l'horizon des semaines qui viennent. Et il ne faudrait pas que des milliers de structures dans notre pays disparaissent, parce que ces structures, elles remplissent non seulement un rôle sportif, mais elles remplissent très souvent surtout un rôle social. Bien sûr, il y a de l'inquiétude pour la National 3, pour ces clubs de National 3. Mais attends, c'est le cas. Julien, c'est le cas aussi pour les clubs. C'est le cas aussi pour les clubs de N3 et de R1. C'est la même situation. Les tournois et tout ce qui s'ensuit. Et avec des emplois en jeu en plus. Tout à fait. Mais très objectivement, Thibaut, tu ne vas pas disparaître demain. Je crois qu'il y a des petits clubs très localement qui, eux, peuvent disparaître en septembre. Oui. Ce serait dramatique. Oui, mais bien sûr, mais encore une fois, le FC Saint-Lô ne va pas disparaître demain parce que, et là, je suis désolé, et c'est ce que j'ai dit en comité directeur la semaine dernière, on va se faire des fleurs, mais parce que le club a été bien géré par mes prédécesseurs et parce que moi, j'ai continué à gérer le club avec mes dirigeants de manière raisonnable. En bon père de famille, exactement. En bon père de famille. Non, mais sincèrement, on n'a pas fait de folie, on a fait très attention, donc on ne va pas disparaître, mais des clubs, c'est ce que je disais
disais tout à l'heure, les clubs qui ont participé à la fuite en avant, qui ont dépensé des sommes folles pour faire venir des joueurs chez eux, mais ces clubs-là, ils sont dans la situation des tout petits clubs que tu dis, c'est-à-dire des clubs qui gagnent de l'argent avec le tournoi de fin d'année. Un tournoi régional organisé par l'ES Coutances, par le FC Saint-Lomanche, par le Football Club d'Agneau, pour prendre les clubs que je connais chez moi, ou la Maladrerie OS. Ces clubs-là, quand ils organisent leur tournoi, mais c'est un énorme partenaire pour eux, le bénéfice. C'est un énorme partenaire. Nous non plus, on ne les organise pas. Deuxièmement, les partenaires dont on parle, les petits partenaires, le petit restaurateur du coin, l'assureur du village, la supérette du village, mais nous aussi, ces partenaires-là, nous les avons, et nous non plus, nous ne les aurons plus la saison prochaine. Donc ça aussi, c'est un danger. Et troisièmement, je ne vais pas prêcher pour les gros clubs, parmi les petits, tu as raison, je suis d'accord, on n'est pas forcément en danger, mais le paramètre qu'on a par rapport aux petits clubs, et même si je suis le premier à les soutenir, c'est que nous, il y a des emplois en jeu. Moi, j'ai 7 emplois en jeu. Bien sûr. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis absolument pas sûr de pouvoir pérenniser les 7 emplois. Et vous savez quoi, messieurs? Vous venez de m'ouvrir la porte, ce sera le sujet du prochain Club Foot, parce que celui-ci, toutes les bonnes choses ont une fin. On a eu plaisir à se retrouver aujourd'hui pour cette réapparition du Club Foot, non pas en audio, mais en vidéo. Vous allez pouvoir le retrouver sur toutes les plateformes de Tendance Ouest. Merci à vous, Julien Caillard d'RTL. Merci à vous, Mathieu Billot du Foot Normand. Merci à toi, Thibaut Deslandes. Et on se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Et on parlera justement du plan de la Fédération française de football pour aller au secours des petits clubs dont on vient de parler en conclusion de cette émission. On vous souhaite une belle semaine et on se dit à très vite. Salut.